Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Monsieur Gérard Haas pour discuter ensemble de la cybersécurité et de ce qu'elle représente dans le monde d'aujourd'hui, ses enjeux et ce qu'elle prépare pour l'avenir. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Haas, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie. Alors on se retrouve pour discuter de la cybersécurité, de ses enjeux et puis de la place qu'elle représente dans le monde d'aujourd'hui. Mais pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, car c'est la première fois qu'on vous reçoit sur Omerta, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous décrire votre rôle exact et vos responsabilités en matière de cybersécurité ? Alors, je suis avocat spécialiste en droit du numérique. Mon rôle, en fait, pourrait se résumer en trois axes. Je suis conseil d'entreprise et donc on met en place toujours l'aspect préventif. Quand on parle de cybersécurité, à la base, il y a aussi la prévention. On est aussi latin et il faut rappeler qu'en matière de prévention, il faut répéter 7 fois les choses pour que les gens les comprennent. Donc, c'est prévention, sensibilisation, puis gestion de crise aussi. Et c'est un peu comme dans le domaine aérien. Plus vous préparez, plus vous pouvez faire face. Donc, ça, c'est aussi un point qui est important. C'est un accompagnement qui voit des mises en conformité avec des réglementations telles que le RGPD, telles que NIS2, telles que DORA. Ça, c'est pour le secteur financier. Et puis donc toute une réglementation, parce que en France, on a un grand nombre de réglementations en matière de sécurité sur les réseaux. Et bien entendu, on a à valider les processus de sécurité, les rédactions des politiques de sécurité avec les SI, la contractualisation sur les prestations IT et Cloud. Ça, c'est la première activité, donc elle est de prévention. La deuxième, c'est la gestion pendant la cybercrise. Là, on intervient lorsqu'il y a des incidents. On est dans des délais qui sont très courts, auprès de la CNIL, auprès de l'ANSSI, auprès de la HDS. Enfin, bon, donc il y a toute une réponse qui doit se faire. On a des délais de 24 à 72 heures. Et donc, il faut réagir rapidement. Et ensuite, on a toute la partie contentieux et négociation, c'est-à-dire c'est l'intervention post-attaque. On a été victime et il ne faut pas qu'on soit doublement victime parce qu'on peut aussi avoir des sanctions. Et donc là, on accompagne les entreprises. Finalement, on pourrait dire que j'ai un rôle qui n'est pas technique, mais qui est strictement juridique et stratégique. Ça se traduit dans les risques cyber qui sont de plus en plus des obligations légales de protection contractuelle et concrète. Il y a aussi toute l'approche avec les assurances aussi pour, lorsqu'il y a eu un sinistre, obtenir des compensations. D'accord, écoutez, on va revenir un petit peu sur tout ça après, mais pour aussi un peu aider les auditeurs à y voir plus clair, parce que parfois les gens ont tendance à dire que la cybersécurité c'est super vague et complexe à comprendre. Est-ce que vous pouvez définir le concept de cybersécurité en 2026 ? Qu'est-ce que ça représente et quelle place elle prend dans le monde d'aujourd'hui ? Alors c'est une très bonne question. En 2026, on pourrait dire que la cybersécurité, ça ne se résume pas simplement à la protection des systèmes d'information, des systèmes informatiques. C'est devenu en fait une discipline qui est véritablement transversale, qui touche la continuité de l'activité, la conformité réglementaire, la réputation et même la souveraineté nationale. Donc finalement, on pourrait dire que il faut donner à la cybersécurité une définition qui est opérationnelle. Et je dirais que c'est l'ensemble des mesures techniques, organisationnelles et juridiques qui visent à garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données et des systèmes numériques. Justement, en ce début d'année 2026, selon vous, quelles sont les principales cybermenaces auxquelles on est confronté et comment les organisations doivent-elles s'adapter et adapter leur défense face à ces défis? Alors, on a une expansion des cybermenaces. Premier point, de plus en plus on est connecté même tout le temps. Les écrans sont partout, ils sont sur votre bureau, dans votre poche, dans votre salon,
dans votre cuisine, dans votre chambre. Donc on a des écrans partout et donc le contrôle, la prise de contrôle malveillant est toujours une opportunité pour les délinquants du numérique. Les menaces, on pourrait dire que on a un top 5 quand même de ces menaces, qui sont d'abord les ransomware as a service, c'est-à-dire qu'on voit apparaître aujourd'hui une industrialisation des rançongiciels avec des groupes comme Logbit 4.0 qui ciblent les PME et les entreprises, avec des doubles ou des triples extorsions. Il y a un chiffrement, il y a un vol de données, et puis on a des menaces DOS. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on voit apparaître de plus en plus aussi ce qu'on appelle des supply chain attacks, c'est-à-dire en fait des compromissions de fournisseurs IT, les éditeurs de logiciels, les intégrateurs cloud, pour en fait atteindre les clients avec la réplique du scénario de SolarWinds de Kessaya, enfin c'est pour rappeler ces virus. Vous avez aussi beaucoup de deepfake et donc d'opérations en ingénierie sociale, utilisation de plus en plus d'intelligence artificielle pour créer de fausses identités, des voix clonées, des emails de phishing, donc vous voyez, très crédibles et qui visent toujours les dirigeants avec des demandes de virements de fonds, etc. Et puis, tout ce qui est attaque IoT et OT, donc c'est les systèmes industriels, les infrastructures critiques, énergie, santé, transport, qui sont de plus en plus, si vous voulez, visés par des menaces et des vulnérabilités. Et puis, ce qu'on appelle aussi le cryptojacking, c'est-à-dire exploitable des vulnérabilités, ce qu'on appelle zero day, dans des environnements cloud qui sont mal sécurisés. Donc ça impose en fait, je continue la question, c'est le top 5, ça impose en fait 3 grandes attitudes de la part, si vous voulez, de l'entreprise. Une qui est juridique, c'est-à-dire blinder en fait ses contrats, notamment sur les questions de sécurité. On le voit dans la conformité avec NIS 2, par exemple l'article 21 de NIS 2 qui prévoit toute une série de points, des clauses d'audit de sécurité. Et puis, de plus en plus, on se rend compte que les assurances cyber, ça devient une nécessité. Et puis, vous avez également tout ce qui est les mesures organisationnelles. Là, on va chercher à former les collaborateurs, parce que l'erreur, elle est le premier vecteur de la cyber, c'est le vecteur humain. Donc, des tests réguliers, des phishing stimulés, des exercices de crypte. Et enfin, en matière de gouvernance, on ne doit pas oublier désigner un RSSI, un DPO, un délégué à la protection des données, à avoir des reportings cyber auprès du CODIR et du conseil d'administration, et puis la mise en place de plans de continuité de service et qui doivent être régulièrement testés. Justement, vous évoquez tous ces risques qui touchent directement la population. Vous l'avez dit, le vecteur humain est la première cause finalement des cyberattaques. Parfois, j'imagine, par manque de connaissances de comment aussi bien utiliser justement les nouvelles technologies, comment se protéger. Justement, quel rôle la sensibilisation du grand public joue-t-elle dans la lutte contre ces cybermenaces ? Le meilleur moyen de lutter contre la cybercriminalité, c'est la sensibilisation. Et comme vous l'avez dit, Julie, effectivement, 85% des attaques ont une origine humaine. Hein. Donc, il faut sensibiliser les gens. Je pense que il y a de l'imprudence, il y a des défauts de vigilance, il y a des inattentions aussi, il y a des erreurs. Mais en fait, il y a cette tentation que... Et puis, c'est aussi les approches aujourd'hui des personnes sont de plus en plus sophistiquées. Via l'IA, même elles sont pour vraiment... c'est très complexe, hein. Donc il n'y a plus les erreurs d'orthographe, il n'y a plus les logos plus ou moins ridicules et tout ça. Donc maintenant c'est très fin. Il y a une approche qui est très fine et même subtile. Donc il faut former le citoyen qui est aussi un utilisateur pour que mécaniquement on réduise la surface d'attaque. Donc là c'est pour ça qu'il faut de la sensibilisation. C'est vrai que la formation laisse toujours des traces efficaces. La deuxième chose, il y a toute cette question de protection des données. On voit aussi quand même que
les responsables de traitement sont tenus de prendre des mesures appropriées. On voit que la sécurité est un des piliers essentiels. Les entreprises mettent en place, si vous voulez, des renforcements pour lutter contre leur vulnérabilité, mais enfin, on pourrait dire aussi que le cyberdélinquant a toujours une longueur d'avance. Donc, il a toujours trouvé la parade. Donc, il y a quand même une question qui est fondamentale, c'est que si jamais on n'arrive pas à sécuriser ces systèmes, si les personnes le sentent vulnérable, ils ne vont pas l'utiliser. Et donc, il y a une perte de confiance. Et on sait que la clé est dans le numérique, c'est la confiance. Donc, aujourd'hui, c'est la vigilance. Donc, et cette vigilance, elle va par de la sensibilisation en disant aux personnes, si vous ne savez pas, surtout ne cliquez pas. C'est Après, il faut les éduquer, faire des campagnes publiques. Ça, c'est ce que fait de plus en plus l'État avec cybermalveillance. Et puis, profiter pour former les gens. Et on rappelle qu'il y a un droit à la formation et que les entreprises doivent l'utiliser à cet effet. Et du point de vue économique, quelles peuvent être les conséquences directes et indirectes des attaques cyber sur des entreprises, par exemple, et comment justement les dirigeants aujourd'hui peuvent-ils mieux se préparer à ce genre d'attaque? Alors, la première des directs, le premier effet direct, et un coût immédiat, c'est lorsque vous avez une demande de rançon. Donc ça, c'est avec la question on paye ou on ne paye pas, il y a toujours une hiérarchie des risques, si jamais la paralysie, et puis aussi une sécurité à savoir si c'est pas un leurre. Donc il y a ça, on doit réfléchir à la restauration, le coût de la restauration, le coût de la désorganisation et le coût de la paralysie. Donc vous voyez, on a tout un phénomène déjà de coût immédiat. On a ensuite le deuxième effet, c'est qu'au-delà de la rançon et de son coût, on a l'interruption d'activité. Cette interruption d'activité, normalement, on doit pouvoir trouver la solution en 6 jours, mais si vous ne la trouvez pas en 6 jours, alors ça devient catastrophique. On voit que une attaque informatique mal maîtrisée peut avoir des conséquences dramatiques pour la vie ou la survie d'une entreprise. Et ça se traduit si elle n'a pas réussi à remonter la pente dans les 3 à 6 mois par un dépôt de bilan. Et puis, vous avez aussi, j'allais dire, la double peine, c'est-à-dire que vous avez été attaqué, vous avez supporté en fait tous ces inconvénients, mais le fait que s'il y a eu attaque, c'est que le système était mal sécurisé, et donc les autorités de régulation, telles que la CNIL, peut intervenir, surtout s'il y a des données personnelles, ou l'ANSSI, et ça c'est prévu dans le cadre de NIS 2, avec des sanctions qui peuvent aller de 6 pour le RGPD à 10% pour le chiffre d'affaires mondial. Donc voilà, les conséquences directes sont très importantes. Vous m'avez posé également la question des risques indirects. Alors il est d'abord d'entrée de jeu réputationnel. C'est une image catastrophique de la réponse technologique que peut apporter une entreprise. Si l'entreprise était assurée cyber, elle peut voir sa police augmenter ou à défaut même être supprimée. Et puis, on a vu des contentieux, parce que les clients peuvent se retourner aussi contre vous, que des prestataires également, pour contamination de leur système. Et puis, vous avez donc les contentieux, ces coûts sont quand même très importants. Et puis aussi le risque économique de faillite, avec toutes ces conséquences où l'entreprise n'arrive pas à remonter la pente. Alors ça veut dire d'entrée de jeu, mais comment on peut se préparer à tout ça? Parce que finalement, est-ce que ces risques-là peuvent être analysés? Alors, il faut la première des choses, c'est mobiliser en fait la direction de l'entreprise, son CODIR, son conseil d'administration à ce risque et de dire que c'est pas est-ce que ça va arriver, mais plutôt se poser la question quand, parce que en fait il y a ça intervient. Et puis en fonction de la taille de l'entreprise, affecter un budget dédié à sa cyberprotection, budget qui peuvent aller de 3 à 10% selon le secteur d'activité par rapport à ces investissements qui sont prévus dans l'année. Il y a peut-être aussi une démarche qui est très intéressante à mener avec les DSI et les RSSI
dans les grandes entreprises ou avec le chef d'entreprise dans les plus petites, c'est de faire une sorte de cartographie des actifs critiques. Et ça, c'est important parce que les actifs critiques doivent être mieux protégés que les autres. Et il y en a d'autres on s'en fiche peut-être aussi. Et puis mettre en place des bonnes clauses dans les contrats de sécurité. Et enfin, moi, je pense qu'il y a donc la souscription d'une assurance cyber et puis mener des tests. En fait, si vous voulez, normalement, on doit faire tous les semestres un pen test pour voir un petit peu la vulnérabilité ou la résilience de l'entreprise. Et sur le plan, là, on a plutôt abordé le côté aussi économique de tout ça. Sur le plan géopolitique, maintenant, comment est-ce que vous évaluez l'importance et l'impact des tensions internationales à travers les conflits ou les rivalités technologiques sur la cybersécurité mondiale? Moi, je pense qu'il est colossal. Il est colossal parce que, en fait, c'est devenu une arme. La cybercriminalité, c'est aussi la cyberdéfense. En fait, si vous voulez, c'est des attaques et on va attaquer les entreprises. Moi, je vois que pendant on a beaucoup dans tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est énergie, tout ce qui est santé, nucléaire, etc. Il y a des grandes fragilités. On peut dire aussi qu'il y a des rivalités et puis des conséquences parce que vous êtes dans un camp ou un autre, avec notamment les conflits russes et ukrainiens qui sont quand même qui sont importants. Vous avez aussi tous les mouvements terroristes qui utilisent comme arme pour terroriser les démocraties les cyberattaques. Vous avez les conflits Chine-Taïwan, on pourrait dire aussi Israël-Iran, France-Algérie. Donc on se rend compte que et donc c'est voilà, il y a des ripostes qui se font, des attaques. On peut en citer plein. Hein. Et donc en fait, et puis des attaques d'opportunistes avec mais enfin ils sont toujours derrière. La Corée du Nord aussi qui fait pas mal d'attaques. Donc oui, ou alors vous avez aussi les attaques qui viennent de gens qui sont des lanceurs d'alerte qui veulent montrer aussi la défaillance de l'infrastructure. Donc il y a quand même beaucoup de risques. On a aussi les groupes, ce qu'on appelle les APT, c'est-à-dire qui sont des groupes qui sont sponsorisés par des États. Par exemple, les FNCBIR russes, l'APTM 41 pour la Chine, Lazarus pour la Corée du Nord. Vous voyez, il y a des groupes qui sont vraiment, voilà, qui ciblent en fait des entreprises stratégiques européennes ou autres. Et puis il y a aussi toutes les infrastructures qui sont des entreprises essentielles ou des opérateurs d'importance vitale et ou encore des opérateurs de services essentiels qui doivent renforcer leur sécurité, mais parce qu'en fait ils font l'objet de nombreuses attaques. C'est devenu aussi une nouvelle forme de puissance pour un pays, la cybersécurité. Si elle résiste, elle protège ses entreprises. Donc, si elle est très très bien, je pense qu'Israël a montré qu'il était un des plus efficaces au monde. Je pense que c'est quand même, ils sont incontournables. Et puis, il y a des pays, enfin la Chine aussi, la Russie. Enfin bon, voilà, on voit aussi que, oui, c'était réservé jadis aux services secrets. Maintenant, on voit aussi parmi les cyberattaques, il y a tout ce qui est des informations. Donc là aussi, c'est important et on voit comment on peut lancer, en désinformer. Alors là, c'est des atteintes à la démocratie ou pour changer les pouvoirs politiques. Et on travaille avec des entreprises dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la sécurité, et on voit aujourd'hui l'impact que pourrait avoir notamment le recours à des ordinateurs quantiques, parce que on insiste, si vous voulez, à des ruptures cryptographiques. Il n'y a plus de secret aujourd'hui, donc ça c'est un point important. Les algorithmes de chiffrement sont bousculés. Et c'est vrai que quand on a des outils qui calculent à des vitesses, j'allais dire colossales, on peut en fait déchiffrer facilement. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Harrowitz Snout Decrypt Later, c'est-à-dire en fait ce sont des acteurs malveillants qui attaquent, qui sont souvent des cybercriminels avec des moyens qui sont colossaux là aussi, et qui stockent déjà des données chiffrées pour les déchiffrer quand en fait le quantique sera là. Donc là aussi, vous voyez, on a aussi ce phénomène de stocker de la data pour pouvoir après la déchiffrer, parce que ça va aussi très très vite et
et leur coût est de moins en moins élevé. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle aussi l'impact massif, c'est-à-dire qu'à travers les signatures électroniques, les certificats SSL, les VPN, les blockchains, etc., on a une tentative de casser les infrastructures de confiance numérique et de les compromettre. Donc, on voit avec le quantique ces questions-là. Puis on a aussi, de l'autre côté, puisqu'on sait qu'il y a ce type d'attaque, il faut aussi avoir des types de réponses, avec notamment ce qu'on appelle NIST, qui a été publié en 2024 et qui a mis en place des standards, ce qu'on appelle un standard PQC, c'est-à-dire avec des outils tels que Crystal Tibler ou Crystal Dethium. Donc on voit il y a quand même une approche qui est très sophistiquée. On a aussi, et à suivre de près pour toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions, les recommandations de l'ANSSI. On a la chance d'avoir un service brillantissime, mais qui aussi donne beaucoup d'informations. Et donc, c'est véritablement... Et puis, aussi, la meilleure de toutes les défenses et le véhicule le plus souple, c'est le contrat, et le renforcer avec des clauses de chiffrement, notamment exigeant des PCQ. On voit que c'est quand même des points importants. Et puis, on voit apparaître aussi des réponses organisationnelles avec de plus en plus les usages de cryptographie asymétrique, d'outils de cartographie. Donc, on voit que, si vous voulez, même l'ANSSI, la CNIL, beaucoup de think tanks montrent aujourd'hui que le risque quantique est important, qu'il existe une menace quantique et donc font appel à une sorte de maturité technologique, et puis il y a de grands acteurs qui se mettent là-dedans. Pour terminer un peu cet entretien, dans une perspective de 10 ans, quelles principales cybermenaces sont à envisager ou à surveiller, qui commencent déjà à exister peut-être, et quelles technologies ou pratiques considérez-vous comme les plus cruciales pour résister à ces évolutions ? Alors, d'abord, vous avez raison de parler sur 10 ans parce que on peut regarder le dernier congrès qui a eu lieu à Davos. Le forum de Davos montrait que dans les 10 ans, les risques qui seraient les plus importants pour la société, État, entreprise et même citoyens, ce seraient les risques donc numériques et donc quantiques et puis climatiques. Et parmi ces risques, donc, il faut vraiment mettre en place, avec l'intelligence artificielle, il faut avoir une intelligence artificielle de riposte qui est véritablement offensive face à l'attaque, parce que on assiste à l'heure actuelle à une course aux armements d'intelligence artificielle, des attaques qui sont auto-adaptatives, hein, donc c'est quand même des points qui sont incroyables, des malwares, j'allais dire, polymorphes, des IA driven, donc ça implique aussi des moyens de riposte de défense d'IA, de riposte automatisée, ce qu'on appelle les SOC autonomes. Donc ça, c'est le premier en jeu. Le deuxième, je pense que c'est ce qu'on appelle la collapse crypto post-quantique, c'est-à-dire de migrer vers des PQC, ça je vous l'avais dit, mais qui c'est insuffisant si jamais il y a un effondrement de la confiance numérique. Et donc il faut là-dessus faire très attention, l'e-commerce, les gouvernements, les blockchains, ça ne peut marcher que s'il y a une confiance. Donc on comprend pourquoi il faut certains cherchent à la déstabiliser. Tout ce qui va être aussi les infrastructures neuro-connectées, c'est un point important. Notamment, on le voit, c'est un grand risque parce que de plus en plus, on va devenir des sortes de cyborgs. Il va y avoir des interfaces cerveau-machine, des implants médicaux qui seront connectés. Et donc, ça va créer de nouvelles cibles avec notamment le vol de la pensée, les manipulations cognitives. Et c'est pour ça que, par exemple, au cabinet Savoca, on est déjà sur les questions de neurodroit. C'est peut-être un jour une nouvelle question que vous pourrez aborder. Bon, tout ce qui est guerre totale cyber, hein, on l'a vu, l'État
failli où le régime autoritaire va utiliser de plus en plus le cyber comme une arme de destruction massive. Donc ça c'est un vrai point. On verra apparaître des risques de blackout électrique, des empoisonnements de l'eau, des pollutions qui seront climatiques et numériques, des crashs de trains, d'avions, des sabotages numériques de tunnels, des métros. Enfin, on voit en même temps, ou même des prises à distance via des objets connectés, avec ce qu'on appellera des tentatives de paralysie numérique. Donc, on se rend compte que, bon, voilà, c'est fou, quoi, tout ce qui peut se passer. Et puis, finalement, on va aussi, et chaque fois qu'il y a ces technologies, il y a un vrai risque de dépendance quantique. Cette dépendance avec un monopole géopolitique de ceux qui l'auront et de ceux qui ne l'auront pas. Et donc, ça va créer ce qu'on appelle une asymétrie cyberstratégique. Qui c'est qui contrôle le quantique et qui contrôle aussi la crypto mondiale. Donc là, il y aura de véritables enjeux. Donc, ça c'était la première question. La deuxième, vous parliez sur les technologies. On voit apparaître ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, qui n'est pas négociable et qui se base sur des standards qui devraient apparaître dès 2027. Donc ça, c'est quand même un point important. Le zéro trust, qui était déjà un principe qu'on a vu émerger depuis 2023, mais qui en fait va se répandre puisqu'on aura le zéro trust architecture. Donc ça, c'est quelque chose qui permettra d'avoir une sécurité des systèmes critiques, notamment dans le domaine du transport, de la santé et de la finance. Bien entendu, l'enjeu de la souveraineté numérique sera toujours présent. Peut-être il sera dilué dans une autre notion d'indépendance numérique. Il sera peut-être plus facile à obtenir. Mais là aussi, c'est le cloud, c'est les OS, les semi-conducteurs européens, pour éviter en fait une véritable dépendance géopolitique, à savoir si on va pouvoir suivre justement. Je pense que de plus en plus, il va y avoir une exigence de la part des entreprises et des États de mettre en place des solutions d'outils informatiques, d'IA, etc., qui seront cybersécurité by design, c'est-à-dire que dès la conception et par défaut, avoir pu identifier les menaces et les vulnérabilités. Et puis donc, je pense que la cybersécurité va devenir aussi un moyen de formation, en formation continue, qui est important. Et puis, si vous voulez, je pense qu'il faut renforcer la vision juridique de la question. Le droit doit évoluer, et nécessairement, il doit évoluer vers une responsabilité qui est stricte, sans faute, pour les éditeurs de systèmes de critique, que l'on mette en place des sortes de directives responsabilité IA qui sont actuellement toujours en discussion, et la certification qui sera l'arme qui permettra et la rendre obligatoire pour que chaque produit, chaque service numérique, eh bien, soit à même de pouvoir apporter la sécurité qui est digne de confiance. Eh ben, Monsieur Haas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis, on espère vous retrouver très prochainement sur Omerta. Écoutez, très bien. Merci à vous. Bonne journée. J'espère que, en fait, vous avez compris que le message, il est très simple. Vigilance, prudence. Et puis, suivre un peu l'actualité parce qu'on se défend mieux lorsque l'on connaît les choses. Exactement. Bah, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!